bonjour à tous. Le Cameroun a essuyé un grave incident diplomatique après les propos controversés du ministre Jean de Dieu Momo. Selon le Messager, l'État d'Israël, choqué, accuse le ministre délégué auprès du ministre de la Justice d'avoir justifié le massacre des Juifs par les nazis allemands. Pour la nouvelle expression, c'est une bourde diplomatique scandaleuse qui risque de créer un conflit entre le Cameroun et l'État d'Israël. Mutation pense que le ministre Jean de Dieu Momo s'est offert en holocauste car l'ambassade d'Israël a condamné ses propos antisémites et exige des excuses de la part du gouvernement camerounais à travers un communiqué rendu public dans les colonnes du journal Cameroun Tribune. Le gouvernement s'est dissocié des propos inappropriés d'un ministre et leader politique qui, selon le porte-parole du gouvernement, s'exprimait à titre personnel. En présentant ses regrets à l'ambassadeur d'Israël au Cameroun, le gouvernement n'a pas pour autant calmé la colère de l'opposition. La nouvelle expression souligne l'indignation du SDF. Son premier vice-président a dénoncé des propos inacceptables et insupportables du ministre Jean de Dieu Momo contre une communauté camerounaise et le peuple juif. L'honorable Joshua aussi, qui accuse Jean de Dieu Momo d'avoir développé une idée de haine obsessionnelle dictée par des pulsions identitaires et alimentaires dans le but de dévoiler l'épuration ethnique qui se prépare de part et d'autre et contre tous, alors que le climat social délétère ne cesse de s'aggraver. Cela inquiète également le groupement interpatronal du Cameroun, selon le quotidien de l'économie. Pour le Messager, le JICAM, qui redoute que ces tensions sociales ne dégénèrent en une guerre civile et mettent en péril une économie déjà exsangue en raison de la situation sécuritaire du Cameroun. Face à ces critiques acerbes, la météo Bi-Hebdo affirme que le ministre Jean de Dieu Momo a présenté ses excuses à l'État d'Israël et à tous ceux que ses propos ont heurtés. Cependant, des interrogations fusent dans l'opinion publique. Qu'est-ce qui explique cette exacerbation des tensions sociales liées à des replis identitaires? Quels sont les enjeux de cette instrumentalisation du repli identitaire et des fissures observées dans la cohésion nationale au Cameroun? Comment préserver le vivre ensemble et promouvoir le multiculturalisme? Au-delà de ces problématiques, la presse est aussi focalisée sur la situation concernant la détention du professeur Maurice Kamto, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Selon Le Jour, les avocats du leader et les cadres du MRC dénoncent des détentions illégales en violation avec les lois en vigueur au Cameroun. Et le cas le plus alarmant est celui du professeur Alain Foguet, secoué par une grève de la faim. Son état est de plus en plus critique, à en croire le journal Le Messager. Et à la surprise générale, c'est un membre titulaire du comité central du RDPC qui demande la libération de Maurice Kamto. Selon la nouvelle expression, il s'agit d'un plaidoyer du professeur Messanga Nyamdine qui, au regard des tensions sociales au Cameroun, mais aussi la pression internationale sur la situation des droits de l'homme, demande la libération du professeur Maurice Kamto. Et comme pour ne rien arranger, les États-Unis d'Amérique ont décidé de réduire le budget consacré à l'aide militaire qui est octroyée au Cameroun en raison des violations des droits de l'homme perpétrées dans les régions anglophones, mais aussi à l'extrême nord du Cameroun. Au regard de ces nouveaux fronts de guerre observés dans le pays, le Cameroun qui est lâché par les États-Unis, va-t-il survivre à cette interrogation du journal Le Messager? Mutation indique les assurances de la France qui compte poursuivre sa coopération militaire avec le Cameroun. Les enjeux et implications de cette suspension d'une partie de l'aide militaire des États-Unis ne seraient relégués au second plan. Le discours très attendu du chef de l'État ce soir à la jeunesse et entre le manque de visibilité sur le plan spécial jeunes, mais aussi le chômage galopant et le sous-emploi des jeunes, le chef de l'État dispose-t-il encore des cartes nécessaires pour la promotion de la jeunesse camerounaise durant ce septennat des grandes opportunités? Mesdames, Messieurs, ces questions constituent l'ossature de l'émission Droit de réponse. Bienvenue dans cette émission produite en direct de Yaoundé, la capitale du Cameroun, une émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette édition, grande première réalisée et produite en direct de Yaoundé,
Je reçois sur ce plateau Jean-Baptiste Atemengue. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir convié à cette émission. En fait, c'est moi qui vous dis bienvenue à Yaoundé. Merci pour l'accueil. Je précise que vous êtes militant du RDPC, vous êtes également analyste politique. Merci d'être avec nous sur ce plateau en direct de Yaoundé. C'est moi qui vous remercie. Également présent ce dimanche, le docteur Apollinaire Oko. Bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Je précise que vous êtes médecin, mais également président régional du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans la région du Sud. C'est bien ça? Oui, effectivement. Merci d'être avec nous ce dimanche dans la cité capitale où est produite cette émission Droit de réponse en direct de nos studios à Yaoundé. Le troisième panéliste ce dimanche, c'est Joseph Leyangoula. Bonjour Joseph. Bonjour Cédric et bonjour copanélistes. Vous êtes expert des questions de paix et de sécurité. Vous travaillez avec plusieurs organisations internationales sur des questions de sécurité à travers le continent africain. Et enfin, le consultant, éditorialiste à la Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Monsieur Noufélé. Je salue tous les copanélistes et en particulier Monsieur Atemengue, qui est un de mes anciens camarades du club UNESCO de l'ancienne université de Yaoundé. Je salue également tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Que de retrouvailles sur ce plateau de droit de réponse réalisé et produit en direct de Yaoundé. Et j'aimerais démarrer avec vous, Jean-Baptiste Atemengue, concernant l'actualité autour du ministre Jean de Dieu Momo, président du PADEC, après l'interview qu'il a accordée à la CRTV dimanche dernier. Il y a eu un tollé de réactions dans la presse. Comment avez-vous apprécié le traitement consacré à ces propos controversés, selon la presse, du ministre Jean de Dieu Momo? Je pense que le ministre Momo s'est lui-même exprimé en présentant, en écrivant à l'ambassade d'Israël, en présentant ses excuses et en disant que ses propos sont allés au-delà de ce qu'il voulait exprimer et qu'il n'était pas, il n'avait pas pour objectif de banaliser ce qu'on qualifie généralement du plus grand mal du XXe siècle, c'est-à-dire la Shoah. C'était une comparaison malheureuse, mais cela doit nous servir de leçon. Voyez-vous, nous sommes une démocratie jeune, une république jeune. Nous n'avons pas parcouru ni traversé les mêmes drames que d'autres peuples, où nous avons copié justement et l'État et la démocratie. Et très souvent, nous ne sommes pas assez sensibilisés à une certaine civilisation langagière, à une façon de s'exprimer, une certaine convivialité et à un certain nombre d'interdits. Pour dire que on a débattu longtemps ici d'une des formes d'expression qui est la manifestation publique, et la liberté d'expression n'est jamais absolue. Et même la liberté de conscience ne l'est pas forcément. Et nous devons apprendre à s'interdire un certain nombre de choses. Voyez-vous, quand je suis, heureusement, Edmond le confirme, nous avons été militants du club UNESCO il y a de cela plus de 25 ans, 30 ans. Et le slogan de l'UNESCO disait justement que c'est dans les esprits que naissent les guerres et c'est dans les esprits qu'il faut les combattre. Et pour le faire, il faut une éducation, une certaine pédagogie. Et il y a beaucoup de choses que nous nous accordons la liberté de dire. Et nous ne pesons pas, comme je dis, quand un Camerounais, un Africain parle de choix, il ne peut pas s'imaginer, parce qu'il n'a pas vécu dans la chair, il n'a pas vécu ce drame qui était le second du XXe siècle en Europe, pour peser et sous-peser un certain nombre de choses. Et ça vaut pour d'autres catégories sociales. Justement, quand un Camerounais, laissez-moi aller jusqu'au bout, quand un Camerounais... d'abord aux autres de réagir. Laissez deux mots. On reviendra sur ces propos au cours de cette émission. D'abord, avec vous, docteur Apollinaire Oko, vous avez suivi le ministre Jean de Dieu Momo, qui a accusé le président du MRC d'instrumentaliser sa communauté afin de leur faire croire que l'heure a sonné pour qu'ils prennent le pouvoir à tous les prix, en établissant ce parallèle
avec ce que la communauté juive a vécu durant ces années où le régime nazi était en vigueur en Allemagne. Comment avez-vous apprécié cette sortie du ministre Jean de Dieu Momo? Nous avons fait le constat de ce qu'un membre du gouvernement illégitime de Yaoundé, gouvernement de M. Biya illégitime, a mis au jour ce que ce gouvernement pense. C'est-à-dire, ce que je retiens des tristes propos de la personne de Jean de Dieu Momo, c'est le malheureux parallèle fait avec l'événement triste, ô combien triste de la Shoah, qui donc s'est permis, je ne sais pas s'il était mandaté par M. Biya lui-même, mais en tout cas il est membre du gouvernement, qui s'est permis de lancer comme un avertissement à toute une communauté camerounaise. Ça ressemblait à un avertissement. Le gouvernement du Cameroun, à travers M. Jean de Dieu Momo, avertissait la communauté bamileke de ce que elle peut subir ce qu'ont subi les Juifs sous le régime nazi d'Hitler. Et ça, c'est très grave. Parce que voilà un gouvernement qui est supposé être au-dessus des clivages sociologiques, mais qui se permet d'identifier une communauté et de la menacer à Mondovision par un membre de son gouvernement. C'est très grave. Alors nous pensons donc... Le gouvernement estime que le ministre Jean de Dieu Momo a parlé à son titre personnel. Je crains homme politique. Je crains de penser le contraire. Lorsque vous voyez l'annonce de l'émission Actualité Hebdo sur le site du média Capitaux Public, on parle du ministre délégué à la justice. On ne parle pas d'un président de parti politique. Donc il a été invité escalité et il a parlé en tant que membre du gouvernement. On ne peut pas, lorsqu'on est membre du gouvernement, dissocier ses prises de position, ses prises de parole publiques entre la qualité de membre du gouvernement et celle de membre de président de parti politique. Ce n'est pas possible. Et je voudrais donc dire, pour aller au bout du raisonnement, que bon, si M. Momo, membre du gouvernement de Paul Biya, assimile la communauté bamileke, enfin leur fait miroiter ce qui est arrivé aux Juifs, alors peut-être qu'il va falloir également penser que Paul Biya est Adolf Hitler. Merci. Alors justement, sur ces propos qui ont heurté la communauté juive, l'État d'Israël a réagi à travers son ambassadeur, Joseph Leyangoula. On a vu l'ambassade d'Israël au Cameroun qui estime qu'il y a eu des propos antisémites dans les déclarations du ministre Jean de Dieu Momo à l'encontre de la communauté juive, où il a sous-estimé les actes qui ont été posés durant cette période nazie. Comment analysez-vous ces propos du ministre Jean de Dieu Momo qui, en voulant critiquer le MRC, a établi un certain nombre de parallèles qui ont suscité, qui ont heurté la sensibilité de l'État d'Israël? Je pense qu'il s'agit d'une sortie maladroite. Et elle est d'autant plus maladroite que les événements qui sont convoqués sont des événements qui sont mondialement condamnés, c'est-à-dire la Shoah, qui a causé un véritable drame humain et sur lequel la communauté internationale est consciente qu'il faut effectivement s'engager activement pour éviter que l'histoire de la Shoah ne soit réécrite, tout comme l'histoire de la colonisation, qui est aussi un événement dramatique pour l'Afrique et dont personne ne peut se permettre de travestir. Donc c'est un événement malheureux qui a suscité effectivement cette réaction, mais ce qui m'inquiète davantage, c'est l'intention ou l'impensé qui pouvait sous-tendre les paroles du ministre Jean de Dieu Momo. Le parallèle fait entre l'arrogance des Juifs qui auraient justifié la Shoah et l'arrogance des Bamileke qui pourraient justifier un programme d'épuration ethnique dans l'avenir, on peut le faire assez facilement si on interprète littéralement les propos du ministre. Et c'est extrêmement dangereux parce que cette manœuvre, ce discours en tout cas, s'apparente bien entendu aux vieilles pratiques qui étaient héritées notamment des régimes coloniaux qui avaient cette fâcheuse habitude de dresser les Africains les uns contre les autres pour éviter que les fronts de résistance ne se créent, pour empêcher l'Occident de pénétrer dans les territoires africains. C'est assez dramatique ce qui se passe aujourd'hui. Et ça l'est d'autant plus que on constate qu'à l'heure actuelle, le répertoire qui est habituellement mobilisé, c'est-à-dire le répertoire de la stigmatisation de l'opposition, de la répression, de la cooptation, est complètement épuisé. Donc on a l'impression qu'on est en train de convoquer d'autres paramètres, c'est-à-dire on jette les venants de la haine ethnique dans l'opinion pour aviver des plaies, pour monter les ethnies les unes contre les autres et détourner l'attention de l'opinion publique sur les problèmes fondamentaux que le Cameroun rencontre, c'est-à-dire les problèmes de réforme démocratique, les problèmes d'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Voilà qu'il y a un débat sur l'ethnie qui actuellement mobilise toute l'attention, et voilà que les Camerounais qui pouvaient et qui constituent en réalité une communauté d'indignés parce qu'ils sont
tous, lorsqu'il y a vol des ressources de l'État, lorsqu'il y a une répression qui s'abat sur l'opposition, c'est pas une répression contre les Bamileke, contre les Bétis, contre les Sawa, c'est une répression contre les Camerounais. Et donc face à ce mécontentement généralisé, il y avait bien entendu une sorte de communauté d'indignés qui se créait. Et donc, à travers les venants de la division qu'on jette dans l'opinion, on réussit notamment à éclater, à atomiser ce genre de front et à monter les Camerounais les uns contre les autres pour les détourner effectivement des vrais combats. Alors, à votre suite, Edmond Kamgia, la presse a largement traité de cette question relative aux propos du ministre Jean de Dieu Momo. Le Jour parle de l'interview de la honte. Mutation estime que le ministre Jean de Dieu Momo s'est offert un holocauste au regard de ses propos antisémites selon l'État d'Israël et la nouvelle expression qui estime que c'est une bourde diplomatique. Quel est votre regard sur ces propos? Mon regard, il est simple, monsieur Noufélé. Tous les titres que vous avez cités et convoqués avec leurs manchettes ont totalement raison parce que les faits sont graves. Monsieur Momo Jean de Dieu s'appelle Jean de Dieu. Et Dieu n'est pas distrait. Je dis bien, Dieu n'est pas distrait. C'est à travers un certain Momo Jean de Dieu que nous apprenons tous qu'un massacre est préparé, orchestré contre la communauté Bamileke au Cameroun. C'est l'un des messages qu'il faut retenir de sa sortie inappropriée, inacceptable et maladroite dans l'émission Actualité Hebdo sur la CIA TV. La deuxième chose à retenir, c'est la sortie du ministre de la Communication, M. René Emmanuel Sadi, après cette bourde diplomatique. Parce que cela a provoqué un incident diplomatique. C'est pourquoi, justement, je remercie l'État d'Israël, à travers son ambassadeur au Cameroun, d'avoir exigé des excuses immédiates. Parce qu'on ne peut pas ainsi s'amuser avec la conscience collective d'un peuple, d'une nation. On ne peut pas retourner dans la plaie. On ne peut pas retourner dans l'histoire, chercher à justifier un événement malheureux, tragique, qu'est la Shoah, c'est-à-dire le génocide juif. Le parallèle qu'a fait Jean de Dieu Momo entre la communauté Bamileke et la communauté juive, qu'il a convoqué, en faisant en même temps un lien avec le leader national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, qui a été arrêté depuis une dizaine de jours, avec environ 200 de ses militants, nous amène à penser, effectivement, qu'il y a quelque chose qui doit se préparer et dont il faut se méfier. Et c'est d'autant dangereux que ce que Jean de Dieu Momo a dit rentre en contradiction avec tous les propos du chef de l'État, du président Paul Biya, qui a toujours dit chaque Camerounais doit se sentir partout chez lui. Ça, c'est d'un. Concernant la communauté Bamileke, lors d'un de ses déplacements pendant la campagne électorale pour l'élection présidentielle il y a quelques années, il avait dit le Cameroun se fera avec l'Ouest ou ne se fera pas. Quand j'ai cité tantôt le ministre de la Communication, c'était par rapport aux excuses, aux regrets du gouvernement par rapport à la sortie de Momo. Mais curieusement, il n'a rien dit concernant le gouvernement au sujet de la communauté Bamileke qui a été vilipendée, insultée, stigmatisée par Jean de Dieu Momo, qui est encore au moment où je vous parle, ministre délégué à la justice, alors qu'il aurait dû remettre son tablier, démissionner, ou alors le chef de l'État aurait dû le démissionner, parce que l'acte que Jean de Dieu Momo a posé est totalement contradictoire avec la philosophie et la position officielle de M. Paul Biya, sauf si je me trompe. Depuis le déclenchement de cette affaire, le ministre Jean de Dieu Momo a partagé sur son compte Facebook plus d'une trentaine de posts, parmi lesquels ceux du politologue Mathias Eric Onangini. Et le politologue en question estime que Jean de Dieu Momo est un républicain qui donne des vraies leçons de morale, et il a eu le courage de s'en prendre à certains de ses frères qui cultivent une suprématie ethno-fasciste en référence au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Docteur Apollinaire Oko, vous cultivez cette suprématie ethno-fasciste au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, comme le laisse entendre le politologue Mathias Onangini? Je suis déçu par les propos de la personne dont vous évoquez le nom, parce qu'il eût fallu que la personne
présenta à l'opinion des éléments factuels qui montrent à l'opinion ce que le MSC sera en train de préparer. Moi qui vous parle, parce que là, vous parlez d'une communauté, la communauté Bamileke. S'il faut parler en termes de communauté, je ne suis pas la communauté Bamileke. Je suis du Sud Cameroun, je suis du département du Djellabo, je suis de l'arrondissement de Moyo-Mosala. Je suis au MRC comme dans une véritable famille politique. Et je suis sûr qu'au moment où je parle, il n'y a pas un autre parti politique dans ce pays où la fraternité républicaine est vécue de manière substantielle. Donc il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais au MRC des idées qui donnent du crédit à ce qui est dit là. Ce qui est dit là, ce sont des propos de désolation. Mais vous savez, ça me donne un peu l'occasion de parler de ce régime et de sa manipulation, de l'instrumentalisation des communautés. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau au Cameroun. Le régime de Biya, le tribalisme est consubstantiel du régime de Paul Biya. Le régime illégitime désormais. Parce que lorsque vous visitez notre histoire politique, vous vous rendrez compte qu'à chaque fois que ce régime a eu à faire face à une certaine adversité réelle, eh bien, la frilosité a fait en sorte qu'ils ont commencé à instrumentaliser les communautés. Souvenez-vous de 84, lors du putsch manqué. Après que le putsch est manqué, d'abord on a tout fait de voir des réseaux putsch le président Amadou Ahidjo, mais jamais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a démontré qu'il était impliqué dans ce putsch-là. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'après cela, il y a eu comme un délit de faciès des Camerounais de la région septentrionale. Une bonne partie de l'élite de cette partie du pays a été décimée. Élite politique, élite militaire, ça c'est le premier exemple. Là, c'était le Paul Biya et son régime. En 92, avec le retour au multipartisme, et notamment l'émergence de la figure emblématique du président John Fundi, on a vu encore ce régime s'employer à stigmatiser toute une communauté, notamment la communauté anglophone en général, mais aussi le Grand Ouest, à savoir avec ce qu'ils ont appelé l'axe anglo-bami. C'est encore ce régime. À chaque fois qu'il est face à une adversité réelle, alors il utilise le minable, et je le répète, le minable instrument du tribalisme. Et il n'y a pas que ça. Maintenant, en 2018, et maintenant que le professeur Kamto émerge sur la scène politique, et qu'il est un challenger réel et sérieux, on utilise maintenant sa communauté d'origine pour la monter pour essayer de la monter contre les autres Camerounais. Je dis encore que c'est minable, et je dis que c'est infondé en ce qui concerne le MRC. Et je peux vous garantir, monsieur Noufélé, si Maurice Kamto avait été Bassa, Banen, Maka, on aurait trouvé des arguments pour montrer que ces communautés-là ont un problème avec le Cameroun. Le régime du RDPC est fondamentalement tribaliste et désormais, comme on le dit maintenant, antisémite. Un tribalisme d'État, Jean-Baptiste Atemengue, sur la base de ces faits qui viennent d'être évoqués par le régional du MRC dans la région du Sud, évoquant qu'à chaque fois que le RDPC se retrouve face à un adversaire politique sérieux, il y a une agitation de l'épouvantail du tribalisme afin de le discréditer. Est-ce que ce sont des stratégies que vous employez au sein du RDPC? Vous parlez de faits, mais ce sont des récitations qu'il a bien apprises, qui ne relèvent d'aucun fait politique. Je pense que c'est une gymnastique dont on est déjà habitué au niveau du MRC. Et cela, dans un premier temps, m'a inquiété. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut traiter, le peuple camerounais assez mieux. On peut le traiter politiquement, on peut le traiter avec le droit républicain. Mais politiquement, il faut éviter la langue de bois et tout ce que j'observe qu'il est en train de faire. Quand vous parlez de faits et de régime tribal, moi je suis un militant depuis exactement près de 30 ans du RDPC. Et je vous avoue, pour avoir observé les pratiques politiques d'autres partis, qu'heureusement que nous avons le RDPC dans ce pays comme parti politique et heureusement que nous avons un État assez fort. C'est au sein de cet État que les Camerounais travaillent tous ensemble dans les ministères, les sociétés publiques, qu'ils soient du nord au sud, de l'est à l'ouest, francophones ou anglophones, ils travaillent ensemble. Et le RDPC est le seul parti politique qui est à l'image de cet État. On peut parfois le qualifier de parti-État, mais heureusement parce que, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, au sein du RDPC, nous avons atteint un niveau de civilisation démocratique qui nous interdit de parler et d'exprimer
un certain nombre de choses d'une certaine façon. Je n'imagine pas une réunion au comité central du RDPC où, même sur ce plateau, on irait jusqu'à parler de la chose tribale de façon aussi accuser les uns les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'image du Cameroun. C'est le seul parti. Et c'est bien qu'il soit renforcé dans cette solidarité, dans cette capacité intégrative. Le problème de fond, c'est effectivement que ça va prendre du temps pour que les uns et les autres aient une culture nationale. C'est le tribalisme, nous devons le gérer progressivement pour que les uns et les autres s'émancipent de l'instrumentalisation de la tribu. Monsieur Kamto, bon, c'est pas un inconnu, son entourage n'est pas non plus inconnu, je crois que le docteur Oko ne les connaît même pas assez, donc c'est normal comme militant, jeune militant, qu'il en parle comme ça. Moi j'ai pratiqué Alain Fogué à Strasbourg en 92, le président Europe du MRC, je le connais, Njoko, il n'était même pas à l'époque du SDF. Célestin Djamène, lui, a commencé au SDF avec Chrétien Tabeting, mais les autres étaient même en marche et avaient déjà des conceptions. Et je peux vous dire, puisque Njoko Alain était président de l'association d'étudiants de Strasbourg, on a eu de sérieux problèmes à cause déjà d'une certaine idée qu'il avait et du Cameroun de l'intégration nationale. Monsieur Kamto, quand il est exilé en France, entre guillemets, sous le régime Aïdjo, que vous semblez encenser, il revient au Cameroun quand le président Biya arrive au pouvoir. Et vous savez ce qu'il développait déjà à l'époque. Vous savez qu'il a été entendu plusieurs fois au Sénat pour être l'un des jeunes qui faisait la propagande d'une certaine idéologie de Monseigneur Ndogmo qui avait des liens avec une histoire malheureuse de ce pays. Donc, je le dis très calmement, mais très sûrement. Donc, Monsieur Kamto ou vos dirigeants du MRC n'ont rien à voir avec la culture du RDPC. Mais je pense que les Camerounais sont assez mûrs pour traiter cette tendance qui a toujours existé dans ce pays de façon démocratique et de façon républicaine. Je termine en disant que, puisque vous en parlez, la légitimité pour vous au MRC, je ne comprends plus sa définition. La légitimité, effectivement, au Cameroun, pour un État si sensible sur le plan tribal, c'est déjà de pouvoir considérer que nous sommes des frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qu'on ne peut rien faire sans tous ces frères et sœurs. Et c'est avoir la capacité, la compétence politique de les rassembler, ce que M. Kamto ne peut pas et ne pourra jamais faire. Donc, je pense que vous vous fourvoyez en vous alliant derrière lui, parce que je suis convaincu qu'il n'est pas, il a démontré qu'il n'a pas les capacités de rassembler tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au RDPC. Vous n'avez pas répondu à la question concernant le fait que le RDPC est considéré comme un parti qui a la tête du Cameroun et qui développe des stratégies tribales pour pouvoir éliminer sur le plan politique ses adversaires. Vous pensez, considéré par qui? Il faut analyser les choses telles qu'elles sont. Le RDPC, c'est qui? C'est le président national, Paul Biya. Heureusement qu'à l'époque déjà, quand le président Aïdjo a décidé de choisir un successeur, heureusement qu'il a eu la main heureuse de choisir celui dès 82, qu'il a vu travailler avec tous les Camerounais, que ce soit la présidence ou le premier ministre, comme celui qui pouvait justement rassembler et sauvegarder l'unité si chèrement conquise et construite par les pères fondateurs de ce pays. Et c'est pour ça que le président Aïdjo a laissé le pays au président Paul Biya, parce qu'il était convaincu qu'il était celui qui pouvait rassembler. Et il n'était pas le seul candidat à cette succession. Voyez tous les autres successeurs, y compris ceux qui étaient les plus en vue, comme Samuel Eboa, l'ancien ministre Samuel Eboa et les autres. Vous voyez déjà qu'ils portaient des germes quelque part qui ne garantissaient pas leur capacité de garder le pays. 36 ans, deuxièmement, 36 ans aujourd'hui, il s'évertue. Il le fait de façon à ce que tous les Camerounais du nord au sud soient associés de façon tolérante et progressive, qu'on adopte une culture nationale. Et le RDPC est à son image. Alors, Apollinaire Oko, est-ce que vous avez le même regard sur ces 36 ans de gouvernance, de cette volonté du président Paul Biya de rassembler
les Camerounais, de promouvoir l'unité nationale, la cohésion sociale entre les Camerounais? Il est facile de répondre à cette question en faisant tout simplement une comparaison. Et là, ce seront des faits. Le Cameroun est-il plus divisé en 2018 qu'il n'était en 82? La réponse, c'est oui. Les Camerounais sont divisés. Si justement le président Ahidjo, le grand homme, parce que moi je le célèbre, je l'encense, monsieur. Je suis désolé de vous recevoir. Moi je l'encense. Je l'encense. Je l'encense. Je vous en prie, restons sur la question. Le président Ahidjo a été l'un des bâtisseurs de l'État. Le président Biya est l'un des fouvoyeurs de l'État du Cameroun. Monsieur Biya, président illégitime du Cameroun, en est le fouvoyeur de notre État. Quels sont les éléments que vous avez pour... Les éléments, c'est l'état du pays actuellement. C'est-à-dire, voilà un pays dans lequel on a appris aux Camerounais, avec les années, à s'observer en fonction des patronymes. On ne veut pas que quelqu'un qui a un patronyme de l'Est voie celui qui a le patronyme du Nord-Ouest comme étant son frère. Ça, c'est le fait de M. Biya. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Lorsqu'on apprend aux enfants, dès le bas âge, qu'une communauté on la présente comme étant une communauté qui a envahi les gens, c'est détruire l'unité nationale. Et ça a été fait sous le régime Biya. Quelles ont été les mesures importantes prises par ce régime pour lutter contre le tribalisme? Nous allons en parler dans notre Je finis en disant que le tribalisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement il est lié à ce régime, mais en plus, on n'a jamais vu le président de la République faire une sortie pour recadrer ses militants. Pour recadrer les militants, les camarades de M. Atenon, avec les faux profils qu'ils ont, avec les faux profils qu'ils créent sur Facebook, pour animer, n'est-ce pas, le tribalisme. Jamais n'a fait une sortie, ce qui contraste avec la posture du président Kanto, qui chaque fois a recadré les internautes en leur disant que le projet de société du MSC suffit pour faire le débat. On n'a pas besoin d'aller enfin, on n'a pas envie de traverser le débat avec le tribalisme pour se faire entendre. Rester dans le cadre républicain. Le président Kanto l'a toujours dit, ce que n'a jamais fait M. Biya. Donc le tribalisme, je l'ai dit, il est consubstantiel de ce régime. Alors maintenant, avec vous, Joseph Léa Angola, sur les causes profondes de cette montée de la tension sociale liée au repli identitaire, quel est votre diagnostic? Je parlais tout à l'heure de vieilles recettes de la colonisation qui étaient réactualisées subtilement pour anéantir les adversaires politiques. Je pense que c'est malheureusement à ça qu'on assiste aujourd'hui. On est dans un contexte extrêmement tendu, avec des Camerounais qui n'arrivent plus à se nourrir convenablement, qui n'arrivent plus à se loger convenablement, mais il y a également un climat de répression politique qui s'abat globalement sur tous ceux qui osent, bien entendu, exprimer leur indignation. Donc, devant ce malaise social qui est en train de monter, ces tensions politiques, il faut bien entendu injecter dans l'opinion publique des éléments qui vont détourner l'attention de l'opinion publique sur des sujets essentiels. Mais il n'y a pas que ça. Il faut surtout empêcher que les indignés, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui sont exclus de la gouvernance politique et économique, ne prennent conscience ou bien aient conscience de la solidarité qu'ils forment, c'est-à-dire la communauté d'indignation qu'ils constituent aujourd'hui. On a quand même une élite au pouvoir qui, lorsqu'elle pille les recettes de l'État, lorsqu'elle pratique la répression tous azimuts, c'est une élite cosmopolite, c'est une élite hétérogène qui ne distingue ni les Bamileke, on ne distingue pas la répression des Bamileke de la répression Betty ou de la répression Peul. Mais par contre, lorsqu'on a une indignation des Camerounais cette fois, qui commence à germer, qui commence à gagner l'espace public, cette fois on commence à instrumentaliser bien entendu les vieux clivages identitaires pour pointer du doigt notamment les velléités hégémoniques d'une communauté qui voudrait arracher le pouvoir pour la confier à sa communauté. C'est malheureusement le drame et j'espère que les Camerounais vont prendre conscience de ces manœuvres du pouvoir qui sont très subtiles. Parce qu'il y a également autour de ça un silence des autorités. Le silence des autorités qui amplifie dans l'opinion publique le sentiment que c'est une pratique tolérée, voire légitime. Il y a un silence irresponsable des autorités devant un événement ou bien devant un phénomène aussi dramatique que le tribalisme qui est en train vraiment de gagner l'espace public, de gagner l'espace médiatique. Vous voyez comment la parole tribale se libère sur les réseaux sociaux. Vous voyez comment l'animosité monte entre les différentes communautés. Pourtant, les vrais problèmes qui affectent les Camerounais aujourd'hui affectent tout le monde indépendamment de son appartenance tribale. Donc les Camerounais doivent prendre conscience de cela et essayer de se détourner de ce débat complètement puéril et délétère, mais se concentrer sur des problèmes majeurs et sur les éléments qui les rassemblent. Ce qui les rassemble aujourd'hui,
c'est la nécessité qu'il y ait des réformes au Cameroun. Ce qui les rassemble aujourd'hui, c'est la volonté ou l'idéal de démocratisation et d'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Je pense que c'est le socle sur lequel tous les Camerounais doivent s'appuyer aujourd'hui pour savoir quelle est la personne sur qui on consacre la pression en fait. Est-ce qu'il s'agit de concentrer la pression sur mon frère d'une autre communauté ou bien s'il s'agit de concentrer la pression sur un pouvoir qui a décidé délibérément de ne pas écouter les Camerounais? Le ministre Jean de Dieu Momo, qui a continué de réagir sur son compte Facebook, il estime qu'il y a une élite tribale au Cameroun qui confond opulence et intelligence, et cette élite tribale est dangereuse pour tous. Edmond Kamdia, quel message souhaite envoyer ainsi le ministre Jean de Dieu Momo lorsqu'il fait cette publication? Une élite tribale qui confond opulence et intelligence est dangereuse pour tous. D'abord, j'aimerais bien savoir ce que Jean de Dieu Momo considère ou appelle élite tribale. Quel contenu donne-t-il à élite tribale? Il dit qu'une élite tribale qui confond opulence et intelligence est dangereuse pour la cité. Si je m'en tiens à sa sortie malheureuse et inappropriée sur CRTV, il voudrait peut-être indiquer que cette élite tribale serait la communauté Bamileke, l'élite de la communauté Bamileke, qui selon lui confondrait opulence et intelligence et qui serait dangereuse pour la société. Moi je voudrais dire ceci, Jean de Dieu Momo, il faudrait véritablement qu'un collectif de psychiatres s'assoie pour examiner son cas. Vous n'allez pas quand même jusque-là, Edmond Kamdia. Je le dis avec d'autant d'honnêteté et intellectuel. C'est pour ça que certainement le président de la République l'a nommé à ce poste de ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Je vous en prie. Sur les questions de fond. Ce n'est pas une insulte, monsieur. Sur les questions de fond. Ce n'est pas une insulte. Allons-y. Ce n'est pas une insulte parce que je connais personnellement Jean de Dieu Momo. Nous sommes amis. Mais depuis ses sorties, je questionne cette amitié. Et je ne reconnais plus l'homme qui a été un acteur majeur des droits de l'homme en janvier 2001 dans l'affaire des 9 disparus de Bepanda. Il y a totalement une différence entre le Momo qui a défendu les 9 disparus de Bepanda et le Momo que nous découvrons à la faveur de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Je voudrais dire ceci. Jean de Dieu Momo est en train d'aggraver son cas. En réalité, je vous dis bien, il aggrave son cas. Et je peux même vous dire qu'aujourd'hui, l'image qu'il a vis-à-vis de la communauté qu'il est en train de vilipender et de stigmatiser révèle à suffisance qu'il n'est plus du tout considéré comme un fils de cette communauté. Parce qu'il y a des valeurs dans cette communauté-là. Il y a des valeurs pérennes qui sont promues, qui sont propagées dans cette communauté. Et je peux vous dire que ces valeurs, ce ne sont pas les valeurs matérielles. Ce ne sont pas du tout les valeurs matérielles qui poussent Momo à vilipender la communauté à laquelle il appartient pour un strapontin ministériel. Ce sont des valeurs qui élèvent l'homme. Ce sont des valeurs qui font de vous un homme développé sur le plan intégral, qui font de vous un homme qui a la sagesse, qui connaît la prudence. Et je vais vous dire ceci, avant de continuer, monsieur Noufele. Vous avez cité un universitaire qui, sur les réseaux sociaux, a encouragé Momo dans sa bêtise au Nangini. Alors, je vais partager avec vous un extrait de l'analyse du professeur Mathias Eric Onangini, un post qu'il a fait, qui est repris par le ministre Jean de Dieu Momo. Le politologue dit « Quand Feu Ateba et Yéné bombardaient les siens dans les paradoxes du pays organisateur, les mêmes qui traitent Momo de renégat n'ont-ils pas applaudi s'ils disent que Jean de Dieu Momo est complice d'un soi-disant génocide contre la communauté parce qu'il a critiqué certains de ses frères? Pourquoi n'ont-ils pas reproché la même chose à Charles Ateba Yéné? Il pense qu'il y a là une indignation sélective. Non, je crois que Onangini, une fois de plus, est de mauvaise foi. Non seulement il est de mauvaise foi, il fait un procès d'intention à l'opinion publique nationale, qui a pourtant bien connu Charles Ateba Yéné, qui a apprécié ses ouvrages et ses sorties médiatiques. Par contre, Onangini nous montre là, dans son soutien aveugle, et son soutien, je ne veux pas rentrer dans les mêmes termes que lui, parce qu'il m'a traité non sément d'énergumène, mais de misérable menteur,
quelques jours après que je l'ai interpellé sur ce plateau de droit de réponse dimanche dernier, je voudrais tout simplement dire que M. Onanguini est un monsieur qui est ingrat. Il est ingrat. Non seulement il est ingrat, mais il ne comprend pas le sens de l'histoire. Je vais vous parler de l'ingratitude. J'ai, il y a 10 ans, été l'un des journalistes contradicteurs de Onanguini dans une émission à Canal 2 qui s'appelle Dans l'arène. L'émission a été présentée par Jules Ndomché. Et pendant le duel des 5 minutes, c'était Onanguini et moi. Par la qualité des questions que je lui ai posées, je lui ai donné une occasion en or de donner des réponses sur ce type de convaincre l'opinion de sa volonté, de sa capacité à jouer un rôle majeur pour changer la société camerounaise. Il devrait plutôt me remercier pour ça. Mais aujourd'hui, il estime que Jean de Dieu Momo est un républicain, pour rester sur le sujet. Non, je n'ai pas terminé. En quelques secondes, je vais dire qu'il est également ingrat parce qu'il a eu toute sa popularité, toute sa visibilité médiatique grâce à Equinox Télévision. À travers des émissions post-scriptum d'un ancien collègue de la Nouvelle Expression, où il était en présence sur le plateau avec M. Fabien Babissakana. Et c'est une émission qui était très suivie, très courue. Voilà un monsieur qui a eu toute sa popularité grâce aux médias, dont les promoteurs sont d'une communauté qui est celle de Maurice Kamto, qui passe ses journées, ses nuits à combattre, à fustiger. Ce monsieur est ingrat. Qu'attend-on d'un monsieur comme celui-là, qui a, à la faveur d'un colloque, procédé à un revirement, à un changement de veste à 90 degrés. Mais vous attendez quoi d'un monsieur comme celui-là? Je ne voudrais pas en dire davantage, parce que s'il me pousse à bout, je vais révéler un certain nombre de choses. Je vous en prie, restons sur le sujet Jean-Baptiste Atemenges. Les causes profondes de cette montée des tensions sociales liées au repli identitaire. Pour vous, quelles sont ces causes? Non, la première cause, c'est d'abord la jeunesse de notre État, de notre démocratie. Tout État naît d'une mosaïque tribale primitive et qu'il faut rassembler, assimiler à la culture nationale. Cette assimilation est loin d'être achevée au Cameroun. Et c'est pour ça que ça nécessite beaucoup de prudence quand on fait de la politique au Cameroun. La démocratie représentative, telle qu'on veut la copier, a des vertus. Au niveau de la délibération, les tribus faisaient déjà un peu de démocratie en délibérant, en discutant sous l'arbre de la palabre. Mais les clivages que les partis politiques aujourd'hui créent ne doivent pas nous faire oublier justement que cet État est encore jeune et que les tribus sont là. Chaque fois que ce soit au moment où sortit l'indépendance, où le colon, à juste titre, a compris qu'il était encore nécessaire de rassembler sous des partis politiques uniques toutes ces tribus. Parce que dès qu'on a testé le multipartisme à l'indépendance, on a vu que ça a tourné au tribalisme tout de suite. Donc c'était un choix judicieux qui a une raison qu'on comprend encore aujourd'hui. Même de nos jours, dès que vous organisez le multipartisme comme au Cameroun, ça tourne très facilement au tribalisme. Mais il y a un universitaire, Richard Macron, qui dans une interview estime que le régime en place a posé les jalons de la fracture identitaire à travers la tribalisation de certains ministères et la politique d'équilibre régional. Non, c'est une rhétorique, je viens de l'entendre, mon voisin de gauche, c'est une rhétorique qu'utilisent ceux qui ont de près de loin des choses à critiquer vis-à-vis du régime, mais ça n'a pas de sens, puisque je vous dis que quand on instaure le parti unique en 60, c'est pour qu'au sein de l'État et de ce parti unique, on assimile progressivement les cultures primitives tribales. Et ce travail en 90, lorsque il y a des demandes de démocratisation, notamment de multipartisme, parce qu'on avait entamé la démocratisation au sein du parti unique, cette démocratisation au sein du parti unique était inachevée. La culture démocratique, nous ne l'avons pas encore totalement intégrée. Nous avons parlé du cas du ministre Momo, sur lequel on s'acharne inutilement, parce que ce mot, bon, il a dépassé un peu sa pensée, mais il n'y avait aucune intention, d'antisémitisme, puisqu'il n'a aucun intérêt
intérêt de combattre ou de banaliser la Shoah. Mais le problème de fond, et c'est ce que vous m'avez interrompu tout à l'heure, c'est que nous n'avons pas encore cette culture de censure d'un certain nombre de choses. Quand vous parlez de la Shoah aujourd'hui, moi j'avais invité le président du mémorial de la Shoah il y a 10 ans. Je voulais qu'il vienne à l'université de Yaoundé parce que j'avais observé que des étudiants en doctorat, en master 2, à l'université de Yaoundé ne savaient pas écrire le mot Shoah. Je leur avais demandé qu'on monte un projet, ils m'ont ramené le projet, le mot Shoah était mal écrit. Et quand je leur ai demandé, mais en doctorat de l'université de Yaoundé, vous n'avez jamais eu un cours sur la Shoah? Ils me disaient non, jamais. Et pourquoi? Parce que tout à l'heure, vous-même, vous êtes tombé dans ce piège. Vous avez fait le lien tout de suite entre la Shoah et la colonisation. Quand notre compatriote... Non, ce n'est pas identique, justement. Là, vous êtes dans l'antisémitisme. Si on la colonisation, c'est un pogrom, tout comme la Shoah. Voilà. Il y a eu des déportations des Noirs, il y a eu l'exploitation, ce n'est pas une prédation humaine sur la personne noire. C'est identique à la Shoah. Autant j'ai un respect profond. Vous condamnez le ministre Momo. Autant vous condamnez le ministre Momo. Permettez à Jean-Baptiste... Vous condamnez le ministre Momo. Autant j'ai un respect profond. Oui. Je vous en prie, Joseph, permettez qu'il nous vous condamnez le ministre Momo, mais là vous voilà en pleine culture camerounaise de l'ignorance de ce que c'est la Shoah. Donc vous êtes comme le ministre Momo. Et pourquoi je vous le dis? Je vous le dis parce que en réalité, non, nous sommes ignorants en Afrique en général sur ce que c'est que la Shoah. Et c'est pour ça que sur la question, messieurs, je vous en prie, cet enseignement. Jean-Baptiste, je vous en prie, j'aimerais qu'on s'attarde sur la réalité du tribalisme au Cameroun, puisque c'est ça le sujet qui nous interpelle. Alors, il y a eu un universitaire qui accordait une interview à un média russe, il s'agit de Richard Makon, qui estime que le régime de Yaoundé a posé les jalons de la fracture identitaire, a tribalisé certains ministères, et sa politique d'équilibre régional est davantage une politique davantage tribaliste, selon Richard Makon. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, l'ancien Richard Makon est peut-être idéaliste, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être pragmatique. Nous n'avons pas une culture nationale parfaite déjà, dont l'équilibre régional est justement une exception, une concession provisoire, d'ici à ce qu'on achève l'intégration nationale. Et c'est pour ça que moi je trouve amusant quand on accuse le RDPC d'être... manipulateur d'utiliser le tribalisme. C'est le seul parti, c'est notre culture. Moi, je suis allé à un débat face à, je crois que c'était d'ailleurs son dernier débat télévisé, le patriarche Nambélé Zibi, où j'ai eu du mal à le convaincre. Je le comprenais un peu parce qu'il n'est pas de la même culture que moi. Moi-même, notre génération avait tellement... Nous ne sommes même pas de la même culture que ceux qui ont 20 ans. Et nous voulons les prendre en otage, justement. Et c'est pour ça que tout ce qui se passe actuellement, remarquez, le MRC qui croit que tout le monde est indigné, la jeunesse camerounaise est indignée, certes elle souffre. Donc, puisqu'on cultive une rhétorique qui veut dire que dès qu'on est indigné, on doit descendre dans la rue pour faire l'insurrection, faire partie pour le bien. Mais cette jeunesse, elle n'est pas sensible à ces considérations tribales, sinon elle serait descendue. Chaque fois que les uns et les autres qui instrumentalisent la tribu dans un parti politique ou or veulent la faire descendre, ils ne descendent pas. Et je pense que c'est une bonne chose. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut relativiser. Nous sommes le modèle. Et quand il y a eu la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous n'étions pas nombreux à demander aux gens, et c'est la prudence du chef de l'État, c'est vous de l'opposition qui êtes entrer dedans de plein pied pour soutenir le fédéralisme, je ne sais pas quoi, parce que vous pensiez que c'était utile à votre combat politique contre Paul Biya. Et on vous disait qu'il faut être prudent. Nous sommes un jeune État, il faut être prudent. Et pourquoi il faut être prudent? Parce que toutes ces revendications prouvent tout simplement l'immaturité républicaine de nos populations. Dans le sud-ouest et le nord-ouest, la base fondamentale est tribale. Elle est tribale aussi. Après vous, Jean-Baptiste, j'aimerais maintenant avoir la réaction. Vous pensiez que je vous en prie, Jean-Baptiste, j'aimerais maintenant avoir la réaction de Dr Apollinaire Oko. Vous avez suivi Jean-Baptiste qui estime qu'il y a une immaturité républicaine de la part des Camerounais. Il accuse l'opposition d'avoir soutenu ce repli identité, d'avoir instrumentalisé ce tribalisme pour contester la position du président Paul Biya à la tête du Cameroun. Que répondez-vous?
Je réponds que ce sont des affabulations, très amicalement. Monsieur Atemang fait dans les affabulations. Moi, je voudrais répondre à la question de fond qui est posée, à savoir quelles sont les causes profondes du tribalisme. Mais avant, permettez-moi de corriger quelque chose. Il a dit quelque chose qui est passé inaperçu, mais qui est grave. Il a dit le colon a compris à juste titre qu'il fallait un parti unique au Cameroun. Mais c'est très grave, monsieur. Je comprends que vous soyez Non, c'est pas grave. Je comprends que vous soyez et que votre président justement soit un fils de Joula. C'est normal que vous souteniez le colon. Mais je vais vous dire, dans ce pays, on a eu un parti politique qu'on appelle l'UPC, qui était national, qui avait les composants de toutes les régions du Cameroun. Et on n'a pas eu besoin du colon, de votre colon, pour le mettre sur pied. Donc on vous dit des choses qui sont complètement infondées, mais on retient au moins votre compatibilité avec le colon. Ça, au moins, les gens retiendront ça aujourd'hui. Je veux maintenant dire que lorsqu'on questionne, lorsqu'on questionne, je vous fais un rappel historique. Jean-Baptiste, permettez qu'il aille jusqu'au bout. En parlant des causes profondes, il faut déjà dire que la première cause d'abord, c'est l'illégitimité congénitale du pouvoir de Paul Biya. Cet homme n'a jamais été élu comme président de la République en 82. Il faut le dire, il faut toujours le dire. C'est un président qui est devenu président par un mécanisme juridique, avec tout ce que cela implique comme subjectivité. Accepté par tous les Camerounais. Pas du tout. C'est la décision d'un homme, M. Amadou Ahidjo, mais ce n'est pas un vote. Il n'est jamais devenu président. Écoutez-moi. Oui, donc d'abord il y a l'illégitimité congénitale de ce pouvoir-là, qui, n'ayant donc pas une base de légitimité populaire, est obligé de surfer sur les différents, il est obligé de surfer sur les identités pour créer des clivages entre Camerounais. C'est la première cause fondamentale. Parce qu'un pouvoir qui a la légitimité populaire ne pense qu'à résoudre les problèmes et non à en créer. Il résout le tribalisme, il ne le crée pas. Rien n'a été fait depuis 37 ans pour résoudre la question du tribalisme au Cameroun. En tout cas, si les choses ont été faites, on voit que le tribalisme s'est aggravé sous Paul Biya. Et ça, c'est grave. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, c'est que le pouvoir est utilisé, mon frère sur le plateau l'a dit, est utilisé pour liquider la mise en commun d'un front transversal. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème social qui se pose et qui est transversal, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès aux soins de santé, et que les Camerounais peuvent se mobiliser de manière transversale, on utilise le tribalisme pour fragmenter les Camerounais et empêcher donc la mise sur pied d'un front de revendication transversale qui ignore l'ennemi et se situe au niveau de la République. Donc c'est une recette pour étouffer que les Camerounais expriment leurs problèmes de manière citoyenne. Et je peux également ajouter comme autre cause le fait que depuis la fin de l'élection présidentielle, le tribalisme est utilisé par le RDPC pour éviter que le Cameroun adresse les vraies questions. Et ces questions sont contenues dans notre programme de résistance qui continue, à savoir de dire non à la guerre au nord-ouest, au sud-ouest, de dire non au hold-up électoral, parce que M. Biya, comme je l'ai dit et je le répète, est un président illégitime, et enfin de dire non au hold-up de la fortune publique à travers des détournements massifs. Alors, il faut rappeler que le Conseil constitutionnel a proclamé officiellement le président Paul Biya comme vainqueur de la dernière élection présidentielle, mais sur la question de cette montée des tensions sociales et identitaires, comment mettre fin, comment préserver la cohésion nationale, comment limiter ces fissures sur le vivre ensemble observé depuis quelques années au Cameroun. Joseph. Je pense qu'il faut rapidement activer 3 leviers, ou 4, notamment pour lutter contre la montée des tensions ethniques et le phénomène de polarisation sociale qu'on observe aujourd'hui dans le pays. Le premier levier renvoie à la riposte pénale qu'il faut organiser, parce qu'on constate qu'il y a un vide juridique à ce niveau. La loi est silencieuse, notamment sur tout ce qui concerne les propos haineux qui peuvent être tenus librement par des citoyens. Pourtant, il faut, dans l'arsenal législatif, insérer des dispositions qui condamnent notamment les propos haineux, qui condamnent l'apologie du tribalisme et qui vont même encore plus loin, jusqu'à s'attaquer à toute forme de pratique ou de discrimination fondée sur l'ethnie. Voilà. Et puis, il y a un deuxième levier sur lequel il faut travailler, c'est sans doute le levier de l'éducation des masses. Voilà, on constate, et ça c'est une responsabilité qui est collective, qui doit être portée aussi bien par l'État que par la société civile au Cameroun. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a une méconnaissance même de l'histoire.
de la construction nationale de ce pays. Il y a une méconnaissance de l'histoire des ethnies et j'invite tous ceux qui veulent effectivement s'adonner à cette tâche de rééducation, de reconscientisation, de sensibilisation des Camerounais sur le fait ethnique, à s'intéresser aux travaux de l'ethno-anthropologue qu'on appelle Dikoa Kwanya Bonambela, qui a fait un travail formidable pour ressortir la généalogie des différentes ethnies qui composent le pays et montrer qu'en réalité, les ethnies qui en toute apparence s'opposent aujourd'hui ont parfois, pour certaines, des origines communes. Voilà, c'est au fil du temps, avec les interactions, les migrations, que les clivages se sont prononcés. Mais au départ, ils ont des origines communes. Donc, faire ce travail de fouille, s'intéresser à cette histoire et puis la transmettre, c'est de la responsabilité de la société civile, c'est également celle de la famille, qui est également le socle de socialisation de la jeunesse camerounaise. Puis, il y a un autre levier, c'est celui notamment de la communication publique. Je pense que les autorités publiques doivent clairement se dissocier de l'ensemble des propos haineux qui sont tenus. Ils doivent clairement condamner ces propos et définir une ligne rouge à ne pas franchir. Parce que, je le disais tout à l'heure, le silence des autorités amplifie dans l'esprit des citoyens le sentiment qu'on peut se permettre de dire n'importe quoi sur des ethnies, d'encenser l'ethnie, de promettre la fatwa contre une communauté ethnique sans en être inquiété. Donc il faut que les pouvoirs publics prennent des positions assez fermes là-dessus. Et je prends l'exemple aujourd'hui de la RDC où, après les élections notamment de Félix Tshisekedi, il y a eu une montée du discours haineux contre l'ethnie dont il est issu. On a vu les organisations de la société civile se mobiliser. On a vu même le parti de Martin Fayulu se mobiliser pour dénoncer ces pratiques et se désolidariser rapidement. Donc dans le discours public, on doit sentir que c'est une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir parce qu'en réalité, jouer notamment sur les clivages ethniques pourrait plonger notre pays dans une spirale de violence communautaire. Et au Cameroun, après l'élection présidentielle, au terme de laquelle le président Paul Biya a été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel, 3 mois plus tard, son principal challenger, Maurice Kamto, est placé en détention. Avec vous, Apollinaire Ako, près d'une centaine, voire 200 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun également placés en détention. Quelle est la situation actuelle aujourd'hui du professeur Maurice Kamto et des autres militants du MRC? Le professeur Maurice Kamto, comme vous le savez, a été enlevé d'un domicile privé à Douala le 28 janvier dernier. Et avec lui, près de 80 militants ou alliés au MRC pendant la présidentielle, mais ailleurs également, c'est-à-dire à Yaoundé, à Bafoussa, Machan et même à Bafan, des Camerounais ont été embastillés de manière arbitraire par les forces de maintien de l'ordre. Mais on a envie de se demander si c'est vraiment le maintien de l'ordre qu'ils font. Donc la situation actuelle aujourd'hui est que des auditions ont été faites et nous attendons incessamment que la procédure suive son cours, notamment le début des audiences au parquet. Voilà en gros la situation actuelle. Le président Kamto a été gardé au niveau du GSO en Vannes, avec notamment Paul-Éric Kinguet, Serva Labé, Di Valsero, le professeur Alain Foguet et d'autres militants, et bien aussi monsieur le président Alben Zongan, son GSO. D'autres sont au CKO dans les cellules du CED, notamment Célestin Jamen, Paul-Éric, Célestin Jamen, Christian Penda Koka, Dr Ngono Modeste et bien d'autres personnes sont également. Donc les personnes embastillées le 28 ont été réparties dans plusieurs établissements de sécurité, notamment le CED, le GSO, à la prison centrale de Koningui pour certains, et même certains également au commissariat central numéro 1. On a suivi les avocats de Maurice Kamto et des autres militants du MRC évoquer des cas de violation des droits de l'homme concernant leur situation, concernant leur détention. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un constat fait par l'équipe d'avocats du président élu et de tous les autres qui ont été arrêtés avec lui. Il s'agit d'un certain nombre de griefs qu'ils ont constatés. Ils n'ont fait que constater. Je vais en citer quelques-uns comme cela. Le fait, par exemple, d'interpeller des gens, de priver de liberté des citoyens camerounais sans leur notifier un bon de garde à vue, c'est contraire au code de procédure pénale. Le fait, par exemple, de suspendre la liberté des citoyens sur la base d'une garde à vue judiciaire, qui se transforme tacitement en garde à vue administrative, c'est également des curiosités que nous avons constatées. Le fait, par exemple, d'arrêter des personnes dans le département de la Menois ou dans le département du Vouri
et leur donner des gardes à vue signés par le préfet du Foundi, c'est des curiosités pour des personnes qui non seulement vivent hors du département du Foundi, mais pour lesquels les faits qu'on leur reproche ont été commis en dehors de ce territoire, enfin de ce département-là. Donc il y a un certain nombre de curiosités. Le fait, par exemple, j'ajoute cela, que les avocats ont dû faire 2 à 3 jours pour savoir où se trouvent effectivement les personnes qu'ils s'en vont défendre. Donc il y a autant de griefs, il y a toute une litanie qu'ils ont publiée dans le cadre d'un rapport qui montre que de manière définitive, pour ceux qui avaient encore des doutes, nous ne sommes pas dans une affaire judiciaire, nous sommes dans une affaire essentiellement politique. Parce que les droits des personnes arrêtées n'ont à aucun moment donné été respectés. Tenez, il y a par exemple des détenus qui sont interrogés nuitamment, sans avocat, alors même qu'ils demandaient les avocats. Il y a des gens à qui on a dit qu'ils seraient libérés s'ils acceptent de répondre aux questions sans avocat. Et que s'ils attendaient leur avocat, alors leur traitement serait un peu plus durci. Donc vous avez autant de choses qui font aujourd'hui, il y a des gens dont les familles, que les familles n'ont pas encore vu depuis qu'ils ont été arrêtés. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez, par exemple, au secrétariat d'État à la Défense, on vous sert une fin de non-recevoir. Moi-même qui suis médecin et qui voulais aller rencontrer certains qui, entre autres, ne se portaient pas bien, on m'a dit que je ne pouvais pas entrer. Au nom de quoi? Au nom de quel code de procédure pénale est-ce qu'on le fait? On ne sait pas. Donc, le procès dans lequel la procédure dans laquelle qui concerne le professeur Kamto, le président élu et tous les autres Camerounais interpellés est désormais de manière définitive une procédure politique et non judiciaire. Une affaire des marches blanches du MRC transformée en affaire politique selon ce parti politique de l'opposition. Jean-Baptiste, à Temengue, les autorités administratives du Cameroun, les autorités judiciaires ont-elles transformé cette affaire des marches blanches du MRC en une affaire politique au regard des observations qui viennent d'être faites concernant la violation d'un certain nombre de droits qui devaient être respectés concernant ces prévenus? Si nous voulons bâtir un état de droit, nous n'avons pas à transformer la justice en parti politique, ni l'administration en parti politique. C'est l'État contre des citoyens qui ont visiblement commis des délits, mais ils demeurent présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Donc je crois qu'il faut laisser la justice faire son travail, et c'est toujours dommage que à l'âge, en tout cas au niveau où la démocratisation camerounaise se trouve, qu'on en arrive là. Parce qu'en réalité, je crois qu'il y a une erreur de la part des camarades du docteur Oko. Tout État naît dans la violence. En général, il y a une violence fondatrice de tout État. Aucun État au monde n'est né, ne s'est imposé sans la violence. Une fois que l'État est imposé, qu'il soit monarchique, aristocratique, on a avancé vers la démocratie, et très souvent la démocratie, les révolutions démocratiques par moments aussi naissent dans la violence, ou alors suite à un glissement progressif vers le partage du pouvoir au peuple, entre peuple et dirigeants. Mais nous en sommes au Cameroun, nous en sommes à un stade où nous n'avons plus besoin de violence. Et il y a des institutions qui fonctionnent, la Constitution de 96 qui est libérale, il ne manque que les conseils régionaux, il y a des médias, il y a une liberté d'expression, une liberté de conscience. Il fut un temps, il n'était pas bon d'avoir une église hors des catholiques et des musulmans, et des protestants officiels et des musulmans. Aujourd'hui, il y a cette liberté. Et donc, il y a des élections régulièrement organisées. Et quand on parlait de tribalisme tout à l'heure, je rappelle que lors de ces différentes élections, à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les conseils municipaux et à l'élection présidentielle qui est la plus récente, le RDPC a la majorité des voix de toutes les tribus du Cameroun, y compris à l'ouest, dont est issu le professeur Maurice Kamto. L'essentiel des populations a voté pour le candidat Paul Bialaba, à près de 60%. Dans toutes les autres régions, c'est le cas. Nous avons la majorité des élus municipaux dans toutes les tribus. Nous avons la majorité des sénateurs dans toutes les tribus. Nous avons la majorité des députés dans toutes les tribus du Cameroun. Ça, c'est le RDPC. Démocratique tout à l'heure. En passant, je le rappelle. Oui, vous avez évoqué les principes démocratiques.
Mais alors, vous avez omis un aspect qui, je vous en prie, vous avez omis un aspect dans les principes démocratiques qui est cher à l'opposition, celui des manifestations publiques. L'opposition estime que quand il s'agit des manifestations publiques hors des périodes électorales, elles sont systématiquement réprimées par les autorités en place. Comment expliquer cette situation? Cela est compréhensible. Je comprends leur malaise. Il est évident que les autorités administratives aujourd'hui ont du mal à accepter un certain nombre de manifestations quand ils ne comprennent pas les contours ou quand ils estiment, et c'est leur pouvoir, qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public. Ça, c'est le pouvoir des autorités administratives. Le RDPC n'est pas l'autorité administrative. Mais je comprends à ce niveau la frustration de certains militants de l'opposition. Mais quand on voit par ailleurs l'extrême violence qui se produit à certaines de leurs manifestations, on a vu le saccage des ambassades du Cameroun, je me dis ces autorités ont partiellement raison. Mais en tout état de cause, il faut, pour bâtir une démocratie, une patience. Ces frustrations de l'opposition aujourd'hui, je pense qu'ils ont d'autres moyens d'expression, on peut les comprendre, mais quand on veut bâtir un état de droit, il faut respecter cet état, parce que la violence dont on parle là, une fois que l'état s'est institué, la protection que cet État accorde aux citoyens, aux partis politiques pour exercer leur citoyenneté, cette protection est proportionnelle à la violence légale et légitime qu'elle peut exercer pour assurer cette protection. C'est pour ça que ça soit, et cette violence, elle n'est pas seulement armée ou policière, elle est aussi de la justice. Parce que quand on prive un citoyen de liberté parce qu'il a manqué, c'est une violence. Elle est aussi administrative. Il est évident que quand le sous-préfet ou le préfet limite la liberté d'un compatriote parce qu'il estime que ça pourrait compromettre de façon plus large les libertés fondamentales d'autres personnes ou même de la personne qui veut exprimer sa liberté, c'est un peu une violence, mais il faut être patient et accepter que progressivement tout cela évolue. Et je voulais insister sur le fait que parce que j'ai vu Edmond sursauter tout à l'heure quand j'ai parlé du saccage de l'ambassade. Mais le problème est celui-là, et celui de ce que vous qualifiez de déportation des militants de Douala ou d'ailleurs à Yaoundé. C'est qu'il y a en réalité, il ne faut pas l'oublier, vous parlez que des procédures individuelles. Il y a deux procédures pénales. Le MRC en tant qu'organisation est pénalement responsable de tout ce qui se fait au sein de cette organisation, si tant est que cette organisation a planifié ou institué un certain nombre d'actes qui vont contre la loi. Donc, il faut bien dissocier ces choses. Et je pense que quand les gens ont évoqué la suspension, la dissolution du MRC, c'était un peu hâtif, mais à l'issue de la procédure pénale, le juge peut effectivement estimer que le MRC en tant qu'association politique est pénalement responsable. Il y a la pénalité, la responsabilité pénale individuelle, mais il y a aussi la responsabilité pénale de l'organisation. Et dans ce cadre-là, le MRC en siège à Yaoundé, il est possible. Avant que suite, Jean-Baptiste Atemengue, à votre suite. Maintenant, j'aimerais avoir la réaction ici sur ce plateau d'Edmond Kamgia. Jean-Baptiste Atemengue estime qu'il faut préserver l'ordre public et cela peut nécessiter une violence légitime reconnue à l'État sur le plan administratif, judiciaire, afin de garantir et de protéger les populations. Comment vous analysez cette situation concernant l'État du Cameroun contre le président du MRC et d'autres militants de ce parti politique? Je voudrais dire que M. Atemengue, s'il est un bon défenseur de son parti politique, le RDPC, il est, à travers ses propos, quelqu'un de mauvaise foi. S'il veut parler comme juriste, que je sais qu'il est. Donc, il est de mauvaise foi. Il sait très bien que le Cameroun a signé un certain nombre de traités de conventions internationales, y compris le pacte international des droits civils et politiques, y compris la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, et beaucoup d'autres traités qui protègent les droits de l'homme pendant les élections et même dans le cadre de la gouvernance tout court. Et les marches pacifiques rentrent dans ces droits fondamentaux que la Constitution a entérinés par le processus de ratification des traités et conventions internationales. Je voudrais dire, M. Atemengue, que vous n'êtes pas de bonne foi, parce que vous savez très bien
que les marches pacifiques sont un droit fondamental du citoyen. C'est reconnu par la Constitution du Cameroun. Écoutez. Non. Ah, mais ça, c'est encore plus grave, M. Atemengue. Avant que d'avoir fait une enquête et publier les résultats, vous avez déjà, comme vous tenez exactement, M. Atemengue, vous tenez exactement les mêmes propos que le ministre de la Communication. Si vous étiez de Je bonne foi vous sur en ce prie, point, Jean-Baptiste, permettez qu'il aille il n'y a pas besoin d'enquête pour ça. Edmond, allez-y. Vous voyez que vous m'empêchez de parler. Alors que depuis que vous parlez, je ne dis pas un mot. J'ai dit, vous avez tenu les mêmes propos que René Emmanuel Sadi, qui a pondu un communiqué accusant directement le MRC, alors qu'il n'y avait, jusqu'aujourd'hui, aucune preuve que ce sont les militants du MRC qui ont fait le saccage de l'ambassade de Paris. Vous permettez que je continue. Donc la CIA a enquêté pour Je vous en savoir prie, Jean-Baptiste. ce sont les militaires Jean-Baptiste, du MRC qui ont merci. saqué les ambassades. Permettez à Edmond d'aller jusqu'au bout. Edmond, vous avez la Restons parole. sur les droits et libertés. Lorsqu'on arrête et on maintient en détention des avocats de façon arbitraire, on ne peut pas dire que nous sommes dans un état de droit. Parce que par définition, les avocats sont les défenseurs des droits et libertés. Et si les défenseurs des droits et libertés sont illégalement arrêtés, illégalement détenus, vous savez très bien que les conditions dans lesquelles ils ont été enlevés, comme le docteur Oko l'a dit tout à l'heure, les conditions dans lesquelles ils sont arrivés à Yaoundé, le préfet de Fundi se permet de signer un texte alors qu'il n'a pas compétence. Vous le savez très bien en tant que juriste. Donc ce document est illégal. Et vous le savez très bien. En tout cas, je sais que le MRC a des avocats compétents qui pourront se charger de cette question. Ce n'est pas mon propos. Ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il y a eu un glissement. Je ne sais pas si c'est un glissement naturel ou forcé, mais la manière dont les personnes ont été arrêtées depuis le 26 janvier, ensuite le 28 janvier, et jusqu'à ce jour, on s'attendrait à ce qu'il y ait des gardes de vue ordinaires, d'après la PJ, le processus judiciaire. Mais on n'est même plus dans les gardes à vue qui conduisent à un processus judiciaire normal. Nous sommes dans des gardes de vue administratifs. Et curieusement, les personnes habilitées à signer ces gardes de vue administratifs ne sont pas du tout compétentes. Nous rentrons là en plein pied dans le procès de Kafka. Vous connaissez ce roman? Le procès de Kafka. On avait sûrement calomnié Joseph K. car un matin, sans savoir pourquoi il fut arrêté. C'est comme ça que Maurice Kamto a été arrêté. C'est comme ça que la plupart des militants des cas du MSO ont été arrêtés. Nous sommes en pleine absurdité juridique. Nous sommes en pleine politique. Maintenant, c'est ça que j'appelle le glissement. Edmond Kamga, il y a un membre titulaire du comité central du RDPC qui appelle à la libération du professeur Maurice Kamto pour apaiser les tensions. La nouvelle expression en a fait grand cas. Pourquoi cette option choisie par ce membre titulaire du comité central? C'est moi-même qui ai rédigé l'article dans la nouvelle expression. Et la personnalité, le membre du comité central du RDPC qui a demandé à la libération du Maurice Kamto, du professeur Fogué et de toutes les personnes, c'est le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamdine. Il a estimé en tant qu'intellectuel, en tant qu'universitaire, en tant que juriste, qu'il est inadmissible et inacceptable d'arrêter, d'interpeller un leader politique. Les militants sont partis pendant une dizaine de jours, les garder dans les conditions que tout le monde sait. Alors que le Cameroun prétend être un état de droit. C'est-à-dire un état qui respecte les droits de l'homme. C'est ça. Par définition, quand on dit état de droit, c'est qu'on respecte les droits de l'homme. Et ensuite, il y a un certain nombre d'éléments qui rentrent et concourent dans la faisabilité et dans la notoriété qu'un État a de se proclamer État de droit. Donc c'est par rapport à l'image du pays. Il estime que ces personnes qui ont été arrêtées ne l'étaient pas sur la base des arguments juridiques qui peuvent porter à l'international. Il a même non seulement cité les textes internationaux que j'ai cités tantôt, mais il a dit qu'à partir du moment où l'ONU, notamment le secrétaire général de l'ONU et la Commission des droits de l'homme, commission que Maurice Kamto a présidée en son temps, s'occupe de ce dossier. Il va falloir faire très attention. N'oublions pas qu'au Cameroun, il n'y a pas que cette affaire du MRC. Il y a une affaire de violation des droits de l'homme qui continue au Cameroun depuis 2016, la crise anglophone. Et sur ce point précis, je dois dire que au Nangini, qui a attisé le feu pour qu'il y ait la guerre contre nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest, qui aujourd'hui attise le feu pour qu'il y ait le massacre de Bamileke, il faudrait qu'il n'oublie pas qu'il sera tributaire de ses propos, qu'il va rendre compte et que
rien ne va pas passer par perte et profit. Il y en a qui estiment que toutes les conditions ne sont pas réunies pour en arriver à ce génocide dont parlent certains universitaires qui estiment que ce génocide ne pourrait se produire au Cameroun, qui reste un havre de paix, une nation où le vivre ensemble fait partie des éléments importants présentés par le chef de l'État Paul Biya. Cependant, d'autres cas de violation des droits de l'homme ont amené les États-Unis à réduire l'aide militaire accordée au Cameroun, plus de 9 milliards de francs CFA de coupes budgétaires. Avec vous, Joseph Léa Angola, sur cette décision des États-Unis qui tombe à un moment où personne, du moins, ne s'y attendait, au regard de la coopération qui s'est renforcée depuis 2015 avec l'arrivée des 300 soldats américains et un appui logistique et de formation important pour aider le Cameroun à lutter contre le terrorisme. Comment appréciez-vous cette décision des États-Unis de pouvoir réduire de façon drastique cette aide militaire accordée au Cameroun? Ce qu'il faut remarquer d'emblée, c'est que les relations entre les États-Unis et le Cameroun se sont détériorées au fil du temps, notamment lorsque l'armée camerounaise était notamment interpellée par un certain nombre d'organisations internationales de défense des droits humains sur les exactions supposées dans le cadre de la gestion d'un certain nombre de crises. Au départ, il y a eu des officiels américains, d'abord AFRICOM, qui, lors des premières accusations qui avaient été portées par Amnesty International, qui, je le rappelle, dans un rapport, indexait les éléments du bataillon d'intervention rapide de se livrer à des actes de torture, y compris dans des camps où se trouvaient des instructeurs américains. AFRICOM s'en était défendu en disant qu'il n'était pas informé de ces pratiques. Puis après, il y a eu d'autres rapports qui ont épinglé les exactions commises par l'armée camerounaise dans le cadre de la lutte contre l'insurrection séparatiste. Et une fois de plus, les Américains ont réagi en disant que aucun des éléments du BI qui avaient bénéficié de leur formation n'avait été déployé sur ce théâtre d'opération-là. Mais avec le temps et avec la pression de la société civile américaine, la pression des grands médias américains, Washington Post, BBC, CNN, mais aussi la pression du Congrès américain, puisque rappelons que le Congrès joue un rôle fondamental dans la politique étrangère américaine, notamment à travers la Commission de la Défense et la Commission des Affaires étrangères. Il y a eu un changement progressif de ton, il y a eu un passage du déni total à la critique ouverte du régime. Et ce changement de ton s'est traduit en 2018, mai 2018, par les propos tenus par l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, qui a commencé notamment à interpeller l'armée camerounaise de se livrer à des assassinats ciblés, des pillages de villages, mais aussi à l'usage disproportionné de la force dans les régions anglophones. Cette position a été très rapidement emboîtée par le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, qui n'a pas manqué de critiquer la gestion sécuritaire que le régime fait justement de la crise anglophone. Puis il a été suivi dans sa position par la représentante des États-Unis aux Nations Unies qui, au cours d'une séance de discussion au Conseil de sécurité, ne s'est pas privé notamment d'interpeller le Cameroun. Donc ce changement de ton annonçait bien entendu cette réplique américaine. Cette réplique américaine était d'autant plus prévisible qu'il existe une loi aux États-Unis qui interdit notamment au département de la Défense de soutenir les armées étrangères qui commettraient des violations graves des droits humains. On l'a vu, il y a un précédent au Nigeria où en 2015, l'administration Obama a interrompu certains éléments de la coopération sécuritaire avec le Nigeria, a suspendu la livraison d'armes, a stoppé la formation des forces spéciales nigérianes parce qu'elles étaient accusées de se livrer à des exactions graves, notamment dans la contre-insurrection contre Boko Haram dans le Borno nigérian. Alors justement, cette affaire concernant l'aide militaire réduite entre le Cameroun et les États-Unis au regard des violations des droits de l'homme perpétrées dans des zones de conflit où l'armée camerounaise est engagée. Pourtant, le gouvernement camerounais a plusieurs fois indiqué la mise aux arrêts de certains éléments récalcitrants, mais aussi des sanctions disciplinaires annoncées à l'encontre de ces éléments qui ont plus ou moins été impliqués dans des actes de violence, des actes de violation des droits de l'homme. Comment appréciez-vous cette décision des États-Unis au moment où le Cameroun est engagé dans plusieurs fronts de guerre et a besoin de cette coopération internationale pour lutter contre le terrorisme? L'observation que je fais sur cette actualité, c'est que nous sommes là dans une suite plutôt cohérente. Parce que nous sortons d'un sujet là où nous parlions, nous dénoncions des violations de droits humains.
Maintenant que cette dénonciation-là est faite par les États-Unis d'Amérique, peut-être qu'il y aura plus d'écho. Parce que les Camerounais le disent tous les jours. Les Camerounais n'ont pas attendu le Congrès américain. Ils n'ont pas attendu la décision de l'exécutif américain pour dire que dans le nord du Sud-Est, il y a des violations graves des droits de l'homme. Le MSC n'a pas attendu ça. Le MSC le dit depuis au moins 2 ans. Mais qu'est-ce qui a été fait? Rien du tout. Les gens sont autistes, sourds, ils n'entendent qu'eux-mêmes. Monsieur Biya, président illégitime, est muré dans son palais. Même pas une seule fois, en plus de 2 ans, il ne s'est rendu dans les régions concernées. Et il dit qu'il est le président du Cameroun. Voilà la situation actuelle. Et là, on a droit à toutes sortes de dérives. Et je dis, comme je le répète encore, nous le disions depuis, nous ne sommes pas, comment dire ça, surpris par le constat que font les Américains. Nous le disons depuis. Peut-être que, comme ça vient de la première puissance mondiale, peut-être que là, ça aura plus d'écho auprès de M. Biya, mais nous ne sommes pas surpris. Nous savons qu'au Cameroun, les droits humains sont piétinés et c'est avec ça que nous faisons au quotidien. Le département d'État américain qui estime que le Cameroun n'a pas fait assez de progrès pour réduire ces actes de violation des droits humains perpétrés dans les régions de l'extrême nord où c'est un front de guerre contre le terrorisme, mais aussi dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comment avez-vous accueilli cette décision, Jean-Baptiste Atemengue, des États-Unis de réduire l'aide militaire accordée au Cameroun? Voyez-vous, Machiavel, lorsqu'il évoquait ce que j'ai évoqué moi-même tout à l'heure, la violence fondatrice des États, il disait qu'il fallait que le peuple, une fois que l'État s'est institué, ignore, oublie cette histoire d'origine. C'est-à-dire, et que ce peuple pense qu'il peut à tout moment revenir à cette origine et user de cette violence pour arracher le pouvoir à celui qu'il aura peint comme tyran. Nous sommes là en pleine peinture. Et que vous allez peindre Paul Biya en noir, le régime en noir, c'est vraiment pour justifier votre violence et votre fascisme. Il faut appeler les mots de votre parti, mais cela ne va pas enlever la crédibilité et le respect, et tel que, à un moment même on l'a évoqué comme nominable au prix Nobel de la paix. C'est quelqu'un qui est connu comme non-violent par ses œuvres au niveau africain ou au niveau international, par la solution qu'il a toujours préconisée à tous les conflits que nous-mêmes nous avons eus ou hors de notre territoire national. La politique américaine, elle est essentiellement fabriquée par des lobbies. Et nous savons très bien que il y a un fort lobby de Camerounais d'origine qui sont hostiles au régime et à l'État du Cameroun, qui font tout là-bas pour que tel membre du Congrès pose telle question, tel autre fasse ici. Je ne sais pas si c'est du patriotisme, les Américains ne le font pas ici contre leur pays, mais nous, nos compatriotes d'origine le font là-bas contre leur pays. Je ne sais pas si c'est du patriotisme. Deuxième chose, l'Amérique est aujourd'hui, puisqu'elle est gouvernée par la droite, elle est essentiellement isolationniste. Donc, si les Américains réduisent de 1000 milliards leur budget au Pakistan ou en Afghanistan, ce n'est pas parce que là-bas, d'ailleurs, ils y mettaient déjà beaucoup d'argent là-bas, plus qu'ici. Ce n'est pas parce que là-bas, le régime a tellement durci le ton ou pas. Au contraire, il y a un peu plus de démocrates là-bas qu'avant, quand ils mettaient même moins. Le 9 milliards, c'est pas très important. C'est bien que les gens observent que notre armée, qui est républicaine, il faut le confirmer. Il ne faut pas non plus, quand vous qui êtes dans les médias, faire passer l'image que l'armée camerounaise, les jeunes Camerounais, nous allons parler de la fête de la jeunesse tout à l'heure, cette jeunesse patriotique qui combat, qui protège nos libertés, que ce soit contre Boko Haram, où sont les vrais barbares, que ce soit au nord-ouest ou au sud-ouest, où sont les vrais barbares, les sécessionnistes qui remettent en cause l'unité du pays. Quand ces jeunes Camerounais font leur boulot dans des conditions très difficiles, ils le font de façon républicaine d'abord. Et maintenant, il n'y a pas de guerre sans bavure. Quand il y a des bavures, il faut prendre des sanctions, essayer d'encadrer et de corriger. Mais il ne faut pas laisser passer l'image parce que le Congrès dit que le gouvernement camerounais ne respecte pas les droits. L'armée américaine, le nombre de bavures qu'elle fait, nous ne sommes pas au courant. Le nombre de gens qui sont morts de façon abusive
toutes les forces spéciales américaines, tous les jours, nuit et jour, liquident ceux qu'ils estiment être les ennemis de l'Amérique ou les ennemis des intérêts américains. Ils les liquident tous les jours. Vous êtes responsable de vos propos concernant cet aspect sur les forces spéciales américaines. Je suis responsable parce que tous ces grands États le font nuit et jour. Tous ces grands États. Donc, l'armée américaine intervient partout, en Afghanistan, au Pakistan, ils liquident tout ce qu'ils estiment nuit et jour, ils le font en permanence. Et je parlais de violence fondatrice des États aujourd'hui et que cette violence est proportionnelle. La protection que ces États apportent à leur pays, à leurs compatriotes, est proportionnelle à cette violence. La preuve, c'est que l'armée américaine, l'armada, l'armée américaine, c'est quoi? C'est une armée, c'est des armes nucléaires, c'est une armée aérienne qui peut détruire tout le monde entier et qui opère nuit et jour. Les sous-marins américains sont bien partout avec les armes de la mort. Donc ce n'est pas moi qui vous apprends que l'armée américaine, pour protéger l'Amérique, a investi des milliards et ces sous-marins, ce n'est pas pour... des droits de l'homme, selon le département d'État américain, le gouvernement n'en fait pas assez. Est-ce que vous pensez... les cas de violation je vais vous prendre un exemple. Oui, sous cet aspect, pour parler de l'Amérique, vous pensez que l'arme nucléaire est conforme aux droits de l'homme? Il y en a qui pensent que non. L'armée, le Cameroun ne dispose pas d'armes nucléaires. L'armée américaine, non, mais c'est pas des discussions, mais je comprends que vous vouliez utiliser à des fins politiciennes une observation. Non, mais c'est vous qui, vous faites preuve d'une aliénation excessive. On applique les droits de l'homme pour nous-mêmes. On fait la démocratie pour nous-mêmes, pour notre propre dignité. Et nous devons tous contribuer à ce que les droits humains, la démocratie camerounaise grandisse. C'est pour nous-mêmes, c'est pas pour les Américains. Donc moi, j'en ai rien à foutre des leçons de Congrès américain. Soyez courtois. Parce qu'ils ne vont pas. Non, mais ils n'ont pas vous devez être plus d'intérêt à la démocratie au Cameroun que moi-même ou que les Camerounais. Pas de gros mots sur ce plateau. Merci d'être courtois. Merci d'être courtois. Je vous en prie. Quand on vous donne des leçons de droits de l'homme, de démocratie de Washington, c'est très courtois. Merci d'être courtois. Edmond Kamdia, sur cette décision des États-Unis, sur le plan géostratégique, les États-Unis qui ont aidé le Cameroun depuis 2015 avec la décision du président Obama d'envoyer 300 soldats américains afin de soutenir le Cameroun dans la lutte contre le terrorisme. Et Joseph l'a souligné tout à l'heure, l'ambassadeur américain avait évoqué des soupçons d'implication de certains éléments de l'armée camerounaise dans des cas de violation des droits de l'homme. Et aujourd'hui, il y a cette réduction drastique de l'aide, la suspension de certains programmes de coopération militaire. Dans quelle situation se trouve le Cameroun aujourd'hui sur le plan international? Il faut dire que la situation dans laquelle on se trouve, le gouvernement camerounais se trouve, est très délicate. Et en réalité, sur la position prise par les États-Unis, c'est une position très cohérente. Je dis très cohérente parce que si on part de la rencontre entre l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, sa rencontre avec le chef de l'État, les propos qu'il a tenus par la suite, c'était pendant la période qui a précédé, avant l'élection présidentielle, et les interpellations, les communiqués de l'ambassade des États-Unis ou alors des Américains sur la crise anglophone, sur la manière dont est gérée la guerre contre Boko Haram. N'oublions pas tout ce qu'ils nous ont apporté. Ils ont apporté des équipements importants, y compris 2 avions, dans la guerre contre Boko Haram. C'est très important. Si vous n'avez pas un allié aussi stratégique et fidèle, qui vous dit la vérité et qui vous fait des suggestions pour améliorer la manière de vous comporter en cas de guerre. Parce que il faut le dire, nos soldats sont bien formés. Ils sont formés au droit international humanitaire. Mais il y a une chose, il y a toujours des brebis galeuses. Mais quand les États-Unis décident de réduire leur aide, c'est parce que les suggestions qu'ils ont pu faire, à partir des constats qu'ils ont observés, et vous l'avez dit si bien, il y a 300 soldats américains au Cameroun qui sont là dans le cadre d'un partenariat. Et un tel partenariat existe parce que les relations sont excellentes, il faut le dire, entre les États-Unis et le Cameroun. Et les Américains eux-mêmes ne souhaitent pas qu'il y ait une détérioration des relations entre les deux pays. C'est pour cela qu'ils souhaitent que le Cameroun, dans sa gouvernance, essaie de respecter les droits de l'homme. Alors, il y a des enjeux géostratégiques qui se dessinent derrière la décision des États-Unis d'Amérique de réduire leur budget consacré à l'aide militaire octroyée au Cameroun. De l'autre côté, la France, qui dit qu'elle va poursuivre sa coopération militaire
et l'on voit les regards de plus en plus aiguisés de la Russie, de la Chine. Joseph Léangoula, les enjeux sécuritaires en Afrique centrale, principalement au Cameroun. Ouais, cette décision américaine, en tout cas, intervient dans un contexte marqué par une certaine je dirais, reconfiguration géopolitique en Afrique centrale, où on observe qu'il y a une véritable percée de la Russie qui a déjà notamment renforcé ou consolidé ses positions dans un État voisin qui est la République centrafricaine, où on a effectivement une compagnie de sécurité privée russe, Wagner, qui justement assure à la fois la formation des troupes de la FACA, des forces armées centrafricaines, qui assure la protection rapprochée de Faustin Archange Touadéra, qui est le président de la RCA, mais qui assure également la protection et la formation et l'équipement en tout cas de ces armées centrafricaines-là. Et puis on a un partenariat militaire qui se renforce avec la Chine, qui a vendu récemment du matériel militaire au Cameroun. Il y a la France qui est présente, mais qui n'a pas effectivement une véritable emprise, contrairement aux Américains qui ont consolidé, renforcé leur collaboration avec le Cameroun depuis pas mal de temps. Donc on a le sentiment que le retrait américain pourrait entraîner notamment la montée d'une autre puissance. Et c'est ce qui est d'ailleurs redouté par les États-Unis. C'est pourquoi ils n'ont pas décidé de retirer totalement l'aide. Ils ont décidé d'en faire une réduction partielle, en laissant effectivement la possibilité au gouvernement camerounais de se raviser pour donner des chances à la coopération d'avancer. Le département d'État américain dans son communiqué concernant ce retrait, cette suspension, cette réduction, j'allais dire, de certains programmes, réduction du budget de l'aide militaire octroyée au Cameroun. Tout à fait, le département d'État menace de passer à la vitesse supérieure parce que rappelons que la coopération sécuritaire entre les États-Unis et le Cameroun est multiforme. Elle va de la formation des troupes, l'appui logistique, le soutien à la collecte du renseignement et aux missions de reconnaissance, la maintenance du matériel militaire. Donc il y a une variété de pans et les coupes qui ont été opérées étaient des coupes partielles. Donc il y a une possibilité d'aller à la vitesse supérieure et donc de s'attaquer par exemple à la présence militaire américaine. Il y a plus de 310 ils ont les dans la ville de Garoua qui mènent des missions de surveillance et de reconnaissance. Mais il y a effectivement les Américains restent quand même un tout petit peu frileux parce que les chefs d'État en Afrique sont de plus en plus tentés à se tourner vers des puissances moyennes telles que la Chine et la Russie comme étant soit des contrepoids à la pression occidentale, soit des pièces de rechange lorsqu'un partenaire occidental décide de se retirer. En République centrafricaine, qu'on cite beaucoup un exemple, ça s'est vérifié lorsque le dispositif Sangaris s'est levé, la Russie est venue effectivement combler le trou sécuritaire. Donc c'est possible au Cameroun, mais disons que la menace ou bien la présence de la Russie au Cameroun ne sera pas pour demain puisque les trois premiers partenaires militaires du Cameroun après les États-Unis, c'est bien entendu Israël, la France et bien sûr la Chine qui conservent de bonnes relations et qui pourraient peut-être se substituer au partenariat américain. Le président de la République a toujours félicité l'armée camerounaise dont la plupart de ses discours ces dernières années en raison de son engagement à défendre l'intégrité du territoire camerounais et préserver et protéger les populations, notamment sur les théâtres d'opérations de lutte contre le terrorisme à l'extrême nord, mais aussi dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cependant, les États-Unis estiment qu'il faudrait davantage d'efforts pour sanctionner les cas de violation des droits humains sur ces théâtres d'opération. Le président de la République qui doit s'exprimer ce soir, ce dimanche, à la jeunesse camerounaise, traditionnel message du chef de l'État à la jeunesse, Jean-Baptiste Temengue, les jeunes, qui sont un élément important dans le dispositif politique du chef de l'État. Ils sont 70% de la population camerounaise âgée de moins de 25 ans et il y a de sérieux problèmes dans le quotidien des jeunes Camerounais. Que va dire le président de la République au regard des nombreuses attentes et des insuffisances observées dans certaines politiques de promotion des jeunes mises en place par le gouvernement? Vous abordez déjà sous l'angle critique. Il y a beaucoup de problèmes. Vous avez dit que la jeunesse fait face effectivement à beaucoup de difficultés. C'est vrai. Et le chef de l'État n'a cessé de les rassurer. Parce que face au discours de nos adversaires qui peignent tout en noir, il faut bien que cette jeunesse garde espoir et elle garde bien espoir face à ces difficultés. C'est la jeunesse qu'on voit tous les jours, qu'on n'ignore pas, celle qui est obligée de travailler très jeune pour survivre, celle qui va puiser l'eau à 10 km dès l'âge de 3-4 ans, porte sur la tête pour pouvoir s'alimenter, celle qui va
porter des fagots de bois sur sa tête, sa jeune tête, celle qui travaille au champ pour se nourrir, celle qui va porter ses provisions au champ sur la tête ou dos pour manger, que ce soit en ville ou en milieu rural. Cette jeunesse laborieuse qui apprend donc très tôt à travailler doit garder espoir en se disant que progressivement un certain nombre de choses s'amélioreront. C'est l'effort que l'État fait parce que nous courons depuis les années 80 derrière une démographie qui est plus que galopante, que ce soit en termes d'infrastructures universitaires, scolaires, que ce soit en termes d'infrastructures tout court pour pouvoir permettre à la sphère privée de créer des emplois. Tout ce qui est fait est pour que cette situation s'améliore et le chef de l'État, je crois, va le leur dire. Autre chose, puisque le débat actuellement, vous avez parlé de tensions sociales, je crois que le chef de l'État va leur rappeler leur rôle. Parce que bâtir l'avenir d'un pays, c'est additionner, pas soustraire. Ce que nous avons fait en termes d'intégration nationale, on a évoqué tout à l'heure ce principe, que chaque Camerounais se sente chez lui partout où il est. C'est un principe fondateur qui nécessite beaucoup de tolérance. Et donc cette culture de la tolérance, que la mondialisation apporte déjà à la jeunesse qui est ouverte, il faut qu'ils la préservent et qu'ils vivent ensemble comme ils vont dans les classes, comme ils sont ensemble à l'armée au niveau des bataillons. Quand ils sont face à Boko Haram ou face aux sécessionnistes, il n'y a pas de Bamleke ni de Wondo de Boulou. C'est cette jeunesse-là qui sait porter le drapeau et imposer justement cette culture nationale n'est pas facile, n'est pas aisé, mais cette jeunesse-là doit servir d'exemple comme celle qui porte le drapeau dans les stades de football à l'international ou de handball ou d'autres sports. Justement, face à ces problèmes... Et c'est cette jeunesse-là qui doit servir d'exemple. Que le chef de l'État soit pris d'exemple pour que le reste suive. Face à ces problèmes des jeunes Camerounais, le chef de l'État peut-il encore apporter des solutions? Avec vous, docteur Apollinaire Oko, ce soir, le président de la République doit s'exprimer, doit s'adresser à la jeunesse camerounaise. De nombreuses promesses ont été faites jusqu'ici. Pensez-vous qu'au regard des problèmes que rencontrent les jeunes Camerounais, Paul Biya, le président de la République du Cameroun, peut encore apporter des solutions à ce problème? Cédric, M. Biya est un président illégitime. Je l'ai dit et je le maintiens. Je le martèle même. L'événement de ce soir, pour moi, est un non-événement. Et donc, je ne commenterai pas de cela. Je n'attends rien de M. Biya pour ce pays. Rien du tout. Donc, je ne commenterai pas cette actualité. Joseph Leyangoula, il y a quand même... Ça, c'est une position extrémiste. Il y a quand même, je vous en prie, messieurs. C'est mon avis. Voilà. Il y a quand même un président de la République qui va s'exprimer ce soir à la jeunesse camerounaise. Ça sera un énième discours du chef de l'État. Il avait annoncé il y a quelques années un plan spécial jeune d'environ une centaine de milliards de francs CFA. Le journal Business Today, un journal économique du groupe Sopecam, fait savoir qu'il y a 21 000 jeunes déjà bénéficiaires de ce plan spécial jeune. Pourtant, ils sont toujours nombreux, des jeunes Camerounais confrontés au sous-emploi, confrontés au chômage, confrontés à cette absence et difficultés liées à l'éducation dans les régions anglophones, mais aussi dans le septentrion. Le président de la République, selon vous, peut-il apporter des réponses à ces préoccupations? Eh bien, l'annonce du plan d'urgence pour la jeunesse avait été effectivement vendue à grand renfort médiatique. Seulement, jusqu'aujourd'hui, on a du mal à évaluer réellement l'impact de cette décision, puisque le chômage continue de monter. Le chômage des jeunes qui touche en moyenne à peu près, les chiffres ne sont pas actualisés, 30% de la population jeune, et celle qui est active et qui n'est pas intégrée dans les 30% est une bonne partie qui est absorbée par le secteur de l'informel. Et quand on dit informel, ça signifie qu'on se livre à des activités où on a des revenus extrêmement bas qui ne nous permettent pas de nous nourrir 2 fois par jour, de nous loger dans des logements décents, de se soigner convenablement en achetant des médicaments à la pharmacie au lieu des médicaments de la rue. Donc bref, c'est une litanie de problèmes auxquels on s'expose lorsqu'on a des revenus aussi modestes. Et ce qui se passe, le résultat des coûts, c'est que le chômage galopant des jeunes provoque les phénomènes d'insécurité qu'on observe aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui, par exemple, la montée de la criminalité dans les zones urbaines? C'est parce qu'il y a des jeunes qui sont en proie au chômage. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que Boko Haram réussisse
au Cameroun a recruté plus de 4000 jeunes lancérants. C'est la précarité, c'est le chômage, c'est le sous-emploi. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'autant de jeunes ont rejoint et ont répondu présents aux sirènes du radicalisme lancé par les forces de l'Ambazonie? C'est parce qu'ils vivent dans un dénuement total et donc ça les rend fragiles et ils sont sensibles à ces genres de discours-là. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'une bonne partie de la jeunesse aujourd'hui a le regard tourné vers l'étranger au point de préférer aller échouer complètement dans le désert du Sahara ou dans la Méditerranée au lieu effectivement de vivre le calvaire dans le pays? Je pense que ces événements sécuritaires et cet exil aussi qu'on observe un peu partout témoignent à suffisance des difficultés que la jeunesse rencontre et de l'échec que ce gouvernement a enregistré et a multiplié depuis pas mal de temps. Il y a un programme qui est mis en place, mais à côté de ce programme qui veut encourager l'entrepreneuriat jeune, il y a des incohérences qui se succèdent. Et quand je parle d'incohérences, c'est par exemple comment, pour des jeunes entrepreneurs qui faisaient la fierté notamment du Cameroun, je parle des jeunes de la Silicon Mountain, qui se sont engagés dans l'entrepreneuriat numérique, on décide comme ça pour des raisons politiques d'interrompre Internet pendant des mois. Ne se souciant guère de tous ces jeunes-là qui vivent exclusivement de cette économie et donc le produit principal c'est Internet. L'incohérence encore, c'est la politique fiscale du Cameroun qui est extrêmement dure vis-à-vis des entrepreneurs, vis-à-vis aussi de ceux qui veulent investir dans le Cameroun pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi pour la jeunesse, et malheureusement ils sont matraqués fiscalement. Donc je pense qu'il y a des incohérences que le gouvernement doit corriger, et il y a une vraie volonté que les pouvoirs politiques doivent afficher, parce qu'on a une jeunesse forte, on a une jeunesse compétente qui a réussi dans chaque secteur où elle a réussi à s'imposer, comme dans le secteur de la culture, dans le secteur des sports, elle a contribué au rayonnement diplomatique, artistique de notre pays, et donc si elle est associée à la décision politique et si elle est respectée dans ses choix, cette jeunesse-là pourrait faire les merveilles de ce pays. C'est la première année du septennat des grandes opportunités. Le chef de l'État, qui lors de son investiture a déclaré qu'il a compris les aspirations des jeunes Camerounais. Edmond Kamgia, au regard de ce diagnostic que vient d'établir Joseph Leyangoula sur les difficultés majeures que rencontrent les jeunes Camerounais, le chef de l'État, en entamant ce 7e mandat présidentiel, peut-il apporter des solutions concrètes aux problèmes des jeunes dans son discours ce soir? Je l'espère. J'espère qu'il fera encore rêver les Camerounais. Mais je voudrais davantage insister sur la situation des réfugiés, des migrants. Des réfugiés camerounais au Nigeria, du fait de la crise anglophone, les déplacés camerounais de la crise anglophone qui sont répartis dans plusieurs régions du pays et qui sont certains dans des familles d'accueil, d'autres qui sont abandonnés à eux-mêmes parce que je ne vois pas jusqu'à l'heure actuelle une véritable politique de recensement de ces déplacés et d'aide véritable à ces déplacés. C'est vrai qu'il y a eu une opération qui vise à aider ces déplacés-là, mais c'est très insuffisant par rapport à la réalité sur le terrain. J'insiste sur la question des migrants parce que cela fait l'objet d'ailleurs du sommet de l'Union africaine qui porte sur les migrants, les réfugiés, les apatrides, parce que le problème est préoccupant. On a vu récemment des jeunes Camerounaises retourner du Koweït, parce qu'elles allaient au Koweït, c'était une sorte d'aile de radeau, mais elles se sont retrouvées là-bas comme des esclaves sexuels. N'eût été le secours d'une association, d'un groupe d'avocats, certaines n'auraient même pas pu rentrer. Il y en a une qui était partie il y a quelques jours avant celles qui sont rentrées, qui est rentrée dans un cercueil, avec des membres qui manquaient. Donc, il me semble qu'il est très important, parce que l'essentiel des problèmes a été posé ici par les copanélistes. J'insiste sur la question des migrants et des réfugiés, parce qu'il faut créer les conditions qui vont permettre aux jeunes de rester au pays et de ne plus aller mourir en Libye, de ne plus aller mourir sur les terres étrangères. Merci. Et connaître le calvaire que tout le monde connaît. Merci Edmond Kamgia. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission Droit de réponse produite et réalisée à Yaoundé en direct des studios d'Equinox Télévision. Merci à vous, docteur Apollinaire Oko, d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous, Jean-Baptiste Atemengue, d'avoir participé à cet échange. Merci à vous, Joseph Leyangoula, d'être venu ce dimanche. Merci à vous, Edmond Kamgia, d'être toujours présent sur le plateau de Droit de réponse. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur Equinox Télévision.